Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, parlons d'un film de Terry Gilliam, son avant-dernière date, qui fête ses 10 ans du moins en sortie nationale française, Zéro Théorème. Alors je dis le titre à la française parce que sinon je vais en perdre quelques-uns. Sorti donc en 2014 et avec au casting dans les rôles principaux Christophe Waltz, qu'on voyait à peu près partout à l'époque, Mélanie Thierry, David Thewlis, Lucas Hedges, tout jeune à l'époque, Matt Damon, qui est là pas trop longtemps à l'écran, mais qui est quand même l'antagoniste, si on veut, principal du métrage. Citons aussi des apparitions sporadiques mais marquantes, surtout de Tilda Swinton, mais il y a également Ben Whishaw ou encore Peter Stormare. Alors, ça faisait un petit moment sur la chaîne que je n'avais pas abordé un film d'un réalisateur britannique que j'apprécie beaucoup, notamment L'Armée des 12 singes, je ne cite que celui-ci qui est mon préféré du monsieur, parce que ce Zéro Théorème est indirectement et non officiellement le troisième volet de sa trilogie science-fiction dystopique qui avait débuté avec Brasil. Et en effet, on va faire quelques ponts entre ce métrage considéré comme culte de monsieur Gilliam et celui-ci qui a eu de mauvais retours à sa sortie et peut-être qu'on en attendait trop. Et que Gilliam lui-même attendait surtout de pouvoir faire L'homme qui tua Don Quichotte, qu'il a réussi à sortir en 2018, dans, on va dire, l'ignorance la plus totale, ou du moins avec des retours très frileux là aussi. Alors de Gilliam, c'est amusant parce qu'il m'en manque encore, j'ai préféré parler de celui-ci avant, parce que j'ai eu envie là, pas que parce que c'est les 10 ans, mais juste auparavant, il avait fait l'Imaginarium du Docteur Parnassus, Thailand ou encore Les Frères Grimm, voilà, qui me manquent encore au visionnage, et qui n'ont pas forcément eu d'excellents retours non plus. Autant dire que la carrière de l'ancien des Monty Python commençait déjà à battre de l'aile, et ici il nous propose donc une œuvre de science-fiction à visée futuriste et en mode dystopique. Bah oui, puisque c'est le troisième volet de cette trilogie non officielle. Et on va suivre le personnage de Coinleth, ce qui pourrait d'ailleurs sous-entendre que ce serait une représentation de quelqu'un de pauvre et d'exclu de la société, parce que coinless, sans argent, bon, vous voyez, dans la sonorité. Un monsieur chauve, tiens, comme dans l'Armée des 12 singes, quelques petits rapports à l'image là-dessus, qui vit seul, reclus, dans une ancienne église désaffectée, voilà, qu'il a refait en tant que demeure personnelle, et qui travaille pour une entreprise, Mancorp, je crois, ou Mancom, plutôt, mais bon, vous voyez un petit peu les termes, quoi, mené par un monsieur qui est nommé directement management. Vous voyez, c'est un monde où les noms ont presque disparu en tant que tels, ils ont perdu de leur substance, les personnages étant presque appelés par leur rôle dans la société ou par des termes un peu neutres. Et donc Coinleth, qui quand même garde une certaine singularité sur ce point, semble complètement aliéné. Il préfère travailler à la maison, mais des fois on l'oblige à venir bosser à l'extérieur, ça le perturbe beaucoup. Il est un petit peu misanthrope, voire même sociopathe sur certains points. Et finalement, son patron lui donne la possibilité de garder son job à domicile, télétravail si vous voulez, afin qu'il résolve quelque chose, le fameux théorème de zéro, le zéro théorème, où il doit prouver que 0 est égal à 100%, que le 0 serait un tout, dans un monde de l'absurde absolu, qui est devenu absurde de toute façon, et ainsi trouver une réponse ou non au sens de la vie. Tiens, c'est amusant ça, Monty Python, le sens de la vie, c'est un des films de cette troupe, qu'il avait co-scénarisé, Terry Gilliam, pas réalisé, mais bon, on y revient encore. Et on va suivre donc le périple particulier d'un homme qui va s'atteler à cette tâche, une tâche un peu vaine peut-être, lui-même obsédé par quelque chose qui semble impossible à obtenir, c'est-à-dire un appel de quelqu'un à qui il avait raccroché avant. Enfin, on est vraiment ici dans quelque chose de un petit peu stupide sur le papier dans un monde qui l'est tout autant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de but. Et on cherche quelque chose sur le but de la vie, mais y en a-t-il vraiment un? Et au final, il va y avoir quand même quelque chose à un moment qui va coloriser l'ensemble, si on veut, dans son existence à lui. C'est l'arrivée donc d'une certaine Bainsley qu'il rencontre à une fête, assez impersonnelle la fête en soi, mais bon, elle est là, elle. Et il va peut-être à travers elle découvrir l'amour, mais c'est un amour d'illusion, puisque évidemment on parle de la réalité virtuelle ici dans ce film, dans un monde donc montré ici en 2014, qui déjà était un peu palpable. C'est là où on a une petite différence avec Brasil, même si celui-ci aussi, bon,
l'héritage de Orwell, si on veut. J'ai envie de dire que Zéro Théorème est encore plus dans un héritage orwellien que Les Brasiles. Parce que Brésil, il y avait quelques nuances quand même, mais bon, on y était. C'est que oui, il faut l'avouer, c'est un film ici qui arrive tard, qui donc dans son anticipation ne va pas convaincre beaucoup les gens, et qui peut sonner comme une redite de Brésil, bien sûr. Il y a même sur certains décors des choses qui rappellent vraiment ce film, qui fêtera d'ailleurs ses 40 ans l'année prochaine. Peut-être que je vous en parlerai à cette occasion, parce que je l'ai déjà vu au moins 2 fois lui, et je le reverrai avec plaisir, même si je peux avoir certaines réserves sur Brésil, toute proportion gardée, par rapport à d'autres de ses œuvres. Mais là, on est dans une œuvre malade, hein, clairement, avec un Terry Gilliam fatigué, vieillissant, qui... C'est pas qu'il balbutie son cinéma, c'est qu'il semble avoir tout dit. Et avec ce film, on le voit qu'il a tout dit. Et il le redit. Il veut le redire avec une visée quand même beaucoup plus pessimiste encore que Brésil, parce que la fin de Brésil ne l'était pas optimiste en soi. Enfin, il y avait une fausse happy end. Je ne vais pas en parler ici, mais bon, si vous vous en souvenez. Ici, là aussi, il y a une fausse happy end. Peut-être que je ferai une zone spoiler quand même. Mais c'est quand même un monde qui a encore moins de sens que Brésil. Oui, certes, on est toujours dans l'absurde, tout ça. Le système qui broie un peu, c'est... j'allais dire employé, bah, là on est vraiment dans le terme employé du système, parce que autant dans le Brésil il y avait un gouvernement si on veut, ici on ne sait même pas quel est le régime derrière. Ce qui est sûr, c'est que le monde est régi par la pub, par la société de consommation et les grandes entreprises, dont celle menée par le fameux management joué par Matt Damon. Donc on est juste dans un ensemble informe et difforme où en fait tout est géré par les nouvelles technologies et ce qu'on peut donc forcer à faire aux gens par rapport au capital, à la recherche du profit finalement, mais profit chaos étant lié. C'est intéressant de voir que le sens de la vie au final n'est plus là, ça n'existe plus. Un monde où tout est aseptisé et on a une quête vers des choses qui sont complètement folles. À un moment il y a quand même une pub genre le dieu Batman quoi, hein. C'est pas Idiocratie, mais il y a une forme de quelque chose dans ce genre là. Et où tout est interdit, ou presque, enfin on peut plus faire grand chose. À un moment ils sont dans un parc quand même, et on voit tous les panneaux derrière, qui forment un X d'ailleurs, mais on peut plus rien faire dans le parc. Limite, on peut juste s'asseoir sur un banc et parler. Voilà, vite fait, peut-être se balader un peu quand même. Donc, mais bon, la plupart du film se déroule en huis clos quand même, c'est amusant parce que télétravail, les gens qui ne sortent pas, qui veulent pas trop sortir, c'est pas que ça anticipe ce qui va se passer avec le Covid derrière et le confinement, mais ça montre juste que Terry Gilliam, au-delà de vouloir être visionnaire, après c'est pas son scénario, hein. Précision importante, ce n'est pas son scénario, c'est un certain Pat Rushin, mais je pense quand même que Gilliam il s'est beaucoup retrouvé là-dedans, donc forcément c'est quand même du Gilliam. Mais oui, déjà en 2014, beaucoup de gens se réfugiaient sur les réseaux, sur les jeux vidéo, sur la réalité virtuelle, etc. Et on perdait un peu contact humain. Ben là, c'est clairement ça. Enfin, ça s'est pas amélioré 10 ans après. Et le personnage principal, il est un petit peu l'archétype de cela, et il ne sait pas trop quoi faire. Il a loupé un jour la communication, peut-être, qui aurait pu être importante pour lui, pour avoir une vraie interaction avec quelqu'un. On sent qu'il a un passé un peu compliqué, qu'il a, on va dire, laissé aller l'amour de sa vie. C'est vague, hein. Et là, il va rencontrer quelqu'un qui pourrait être l'amour de sa vie, mais qui va plutôt l'attirer vers la virtualité ultime, qui l'aspire dès le début. Dès le début, on le voit là sur ce fond d'écran. On ne sait pas si c'est un fond d'écran, ou si c'est son imaginaire, ou si c'est carrément une possibilité, une sorte de vortex de trou noir, et tout le film va l'aspirer vers celui-ci qui va le mener ailleurs, dans un monde qui n'est pas celui-ci, un monde qui est déjà de toute façon déshumanisé et qui n'existe plus en tant que substance humaine, et peut-être qu'il va y avoir un ailleurs. Et c'est un petit peu aussi le message du film. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est certes dans une redite de Matrix de Brésil, petit lapsus sur certains points, mais on est aussi dans une continuité d'un truc à la Matrix. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et pour l'armée des 12 singes, c'est quand même assez amusant de voir des clins d'œil, plus que, parce que l'armée des 12 singes, c'est l'idée plutôt d'un monde futur, en voyageant le temps, et empêcher quelque chose de post-apocalyptique, donc de dystopique aussi, bien sûr. Mais là, c'est plus voilà, dans l'apparition de certaines choses, le fait que le héros soit chauve, qui s'appelle Coinless, bon, c'est pas cool, mais cool. Mais même dans le nom, il y a une petite parenté. À un moment, il va y avoir des docteurs du travail là, qui ressemblent aux scientifiques un petit peu de l'armée des 12 singes. L'idée que, bon, il est en bonne santé, mais que de toute façon, quand on est en vie, on a déjà ce virus en nous qui va nous mener vers la mort, puisque la mort, c'est la résultante de la vie. C'est amusant, on parlait de cela, que la vie est une sorte de virus. Bon,
C'est vraiment le sens inverse de 12 Monkeys, pour le coup. Et à un moment, il y a le personnage donc, du fils de management, Bob, là, le jeune informaticien, l'ado qui va avoir un lien important avec le héros vers la fin, vers la deuxième partie du film. Ouais, il s'appelle Bob et il appelle tout le monde Bob. Et il y a cette idée de Bob aussi impersonnel dans 12 Monkeys. Donc, ok. Mais là, ouais, on est plus dans cette idée d'un Brésil 2.0 qui a connu donc l'avènement de Matrix 15 ans auparavant. Et Gilliam s'en amuse. C'est-à-dire qu'il n'a plus rien à raconter de nouveau. Il se fait dans la répétition, mais il est toujours dans cette obsession. Ce qui fait que c'est un film un peu compliqué à apprécier, mais qui est difficile à détester aussi. Moi j'ai vraiment aimé parce que je suis rentré dans l'univers, même si je vois les défauts. Problème de budget aussi, mais il joue très bien sur les décors et les costumes. Par contre, ça c'est vraiment... Et la façon dont il dirige les acteurs aussi, ça passe bien ça. Et c'est vrai que c'est fauché, c'est moins inventif, mais ça l'est quand même par défaut. Et Gilliam, ici, il propose une vision encore plus pessimiste, voire même nihiliste de ce qu'il avait montré avant. On sent le gars amer, clairement, qui arrive au bout de sa carrière, qui à l'époque se battait encore pour faire son Don Quichotte, voilà. Mais bon, il était épuisé, il sortait de au moins 2-3 films qui étaient peu appréciés. Alors je les ai pas vus, je connais pas leur qualité intrinsèque, du moins par rapport à mon ressenti. Mais c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'il n'avait plus été salué par les critiques. Et là, il fait ce qu'il veut, quoi. Il tombe sur cette nouvelle, qui est transformée en scénario par son auteur, et il se dit, c'est du moi ça, voilà, limite, peut-être que le gars qui a écrit ça, il était fan de Brésil avant, ça pourrait faire une continuité, une boucle, et c'est quand même passionnant. Et puis Christophe Waltz, c'est extraordinaire, mais c'est toujours cet acteur-là qui se donne à fond dans ses rôles, et ça colle bien avec l'idée de l'aliénation complète d'un gars qui va chercher un sens à quelque chose qui n'en a plus, de toute façon, depuis longtemps. Et même lui, il perd ce sens-là. Et j'en arrive quand même une zone spoiler, je vais la faire quand même comme ça maintenant, pour le final. Bon, déjà, sur le personnage de Bainsley, donc joué par Mélanie Thierry, l'amour potentiel, on ne sait pas vraiment si elle est réelle. Techniquement, elle l'est. Il y a plein de personnages qui pourraient ne pas l'être dans le film. Par exemple, Tilda Swinton, la psy en ligne, je pense que c'est plutôt quelque chose, c'est un programme, quoi. Ça y ressemble. Ceux qui sont des vrais gens sont programmés pour faire ce qu'ils ont à faire, comme Joby, donc le personnage de David Thewlis, le collègue de travail, même le fils informaticien du chef, il est aliéné par sa propre fonction et il cherche aussi quelque chose. C'est compliqué d'ailleurs, c'est un personnage qui aurait mérité un peu plus encore d'approfondissement, je trouve, parce qu'il est quand même bien abordé vers la deuxième partie, mais il manque un truc. Et du coup, Bainsley, on se demande si c'est pas juste le rapport à l'illusion et l'envie d'un ailleurs pour Cohen, qui va finalement embrasser cette idée-là, mais aller dans le monde de Bainsley, qui propose juste une réalité virtuelle. Voilà, une sorte de plage, coucher de soleil et tout. Alors oui, là on a une forme de lien avec Brésil, hein, le rêve de Brésil, ici on y est, mais on est dans la réalité virtuelle, c'est-à-dire c'est un autre monde créé, et qu'à la fin, Cohen-Leff, il se laisse aller là-dedans. Donc c'est une fin assez amère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de happy end, mais il y a quand même une happy end pour le personnage principal qui va se retrouver dans ce monde virtuel, il va s'enfermer là-dedans, il va rentrer dans le trou noir, dans son vortex là, et vivre ailleurs, il quitte ce monde et il s'enferme à jamais dans le programme. Il a été programmé dans un monde qui est programmé et il va vivre là-dedans, donc finalement le système de toute façon a déjà gagné avant même que le film commence si on veut, et ça en est que la confirmation. Donc c'est quand même assez sombre et pessimiste, même si la fin du coup elle est joyeuse pour le personnage principal, on a envie d'être heureux pour lui, même s'il va vivre son illusion à jamais, ou même qu'il va prendre le soleil de ce monde et jouer avec celui-ci comme un enfant, comme un ballon, quoi. C'est particulier ça, avec une musique, hein, la musique une reprise de Radiohead, Creep. Bon, je ne vais pas vous remettre les paroles en tête de cette chanson, ça veut tout dire. Et la façon dont il joue avec les ellipses aussi, Terry Gilliam, alors est-ce que c'est parce que le film est malade et qu'il est mal monté et tout, ou est-ce que ça veut dire quelque chose artistiquement? Mais à chaque fois que le personnage de Bainsley est là et que, à un moment, c'est pas possible, le lien direct avec Cohen-Lex, pour plein de raisons, elle s'en va très vite, il y a une rupture comme cela, et tu sens que dans la continuité c'est bizarre et un peu étrange, le temps passe bizarrement, parce qu'ils sont à un moment enfermés pendant très longtemps, et on voit pas le temps passer. C'est intéressant ça aussi, même le temps n'existe plus vraiment dans ce monde où le 0 est égal à 100 ou pas, dans ce théorème bizarre qui semble être mis là pour créer un chaos et le rectifier par le profit et l'argent, parce que c'est comme ça que le système fonctionne. Je ferme la zone spoiler, beaucoup de choses à dire sur ce film, j'ai été très pêle-mêle, mais c'est très passionnant. L'idée que Terry Gilliam arrive ici au bout,
Alors il fera L'homme qui tua Don Quichotte ensuite, dont j'ai parlé, que j'avais vu, je sais pas si j'étais seul dans la salle, ou on était deux, je sais plus. J'en parlais peut-être dans ma vidéo d'antan, que vous pouvez retrouver en faisant une recherche sur YouTube. Hein. Mais après, il réalisera son rêve, si on veut. C'est amusant, dans une forme d'illusion de réussite, parce que finalement, non, ça sera un fiasco total. Mais oui, Terry Gilliam au bout, ça sera intéressant de voir ce qu'il va faire avec son prochain projet, parce qu'il en a annoncé un autre, en espérant qu'il aille au bout, hein, parce qu'on ne sait jamais avec Terry Gilliam. Comment peut-il aller au-delà de son Don Quichotte? Bonne question. Et surtout au-delà de ça qui sonne quand même comme un chant du cygne, ou en mode, voilà, j'ai plus grand chose à dire, mais je le dis quand même parce que j'ai des obsessions et que parce que j'ai encore envie de créer et d'exister. Mais c'est une illusion ici, le cinéma de Terry Gilliam. Mais dans cette idée-là, j'ai quand même aimé le film. Et c'est ça le paradoxe, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont compliquées et qui sont forcément difficiles après avoir vu Brésil et tout. Mais voilà, c'est peut-être pas la meilleure porte d'entrée par exemple du cinéma de Terry Gilliam si vous n'avez pas vu de ses films avant. Vous voyez quand même Brésil et l'Armée des 12 singes avant, ouais, même si ça va vous faire voir ce film à la baisse aussi, c'est le paradoxe. Mais je pense que c'est important de voir comment il en est arrivé là, et avec d'autres films aussi qu'il a pu faire avant. Je pense aussi au Baron Munchausen, hein, parce qu'il y a aussi cette idée-là de l'imaginaire, et même les Monty Python, sortir un petit peu de ce monde-là, de ce système, par l'imaginaire ou le décalage, l'absurde. Ça a été ça finalement, l'existence et même la création cinématographique de Terry Gilliam. Allez, je vous propose de réagir et de donner votre avis sur ce film en commentaire, on en discute, c'est intéressant à mon avis de débattre dessus, et je vous dis à la prochaine, ciao.